Écoutez-moi, je vous dis quelque chose de très clair devant toute la presse. Je me mets à votre disposition. Écoutez-moi, et je suis très sérieux, le juge Ramel sait de quoi je parle. Je me mets à votre disposition, madame, pour que je puisse débloquer pour vous toutes les entraves que vous allez me lister et pour lesquelles nous allons débattre ici. Excusez-moi, je l'ai fait pour le juge Ramel, il n'y a pas d'entrave, madame. Maître, la conférence de presse n'est pas autour de vous, la conférence de presse est autour de Reporters sans frontières et autour de la famille Kieffer. Donc nous laissons s'exprimer la famille Kieffer, nous donnons la parole à Eric Kieffer qui souhaite s'exprimer. Monsieur, maître, taisez-vous. Maître, taisez-vous, la conférence n'est pas pour vous. Eric, tu as la parole. Il n'y a pas de souci. Il n'est pas bon de dire des comptes vérités. Juste ajouter un mot pour conclure avec cet épisode de cette conférence. Pour conclure, vous voulez bien votre intervention me fait très plaisir, monsieur. Merci. Elle montre combien votre régime est aux abois et combien il est déstabilisé par cette affaire. Le régime ivoirien n'est pas aux abois, monsieur. Je suis désolé. Ne faites pas d'amalgame entre le régime ivoirien et la disparition de Est-ce que vous pouvez laisser monsieur Kieffer parler, s'il vous plaît? C'est tout, j'ai terminé mon intervention. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Au-delà de l'Agence africaine d'information. Ma question s'adresse plutôt à la fille de Guillaume Kieffer. Si aujourd'hui vous avez l'occasion de vous adresser au président ivoirien et au président français, qu'est-ce que vous leur direz? Aidez-nous. En quoi faisons? Aidez-nous. Aidez-nous aussi bien. Monsieur, s'il vous plaît, je réponds à quelqu'un qui m'a posé une question. Donc laissez-moi parler. Mais soyons plus concrets. Non, Monsieur, monsieur, vous n'avez pas à intervenir, maître. je vous le demande personnellement. S'il vous plaît, laissez-moi répondre. Mais donc vous ne recherchez pas la vérité. Monsieur, merci. Moi je pensais qu'on recherchait la vérité. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que Maître, vous nous ne sommes pas dans un prévoir, nous sommes dans une conférence de presse. Il y a une très grande différence Merci, avec madame, cela. je l'avais oublié. Très bien. Je Je l'avais pense oublié. que vous l'avez profondément oublié. Donc nous écoutons la famille Kieffer en Je vous en Non, prie. Je vous écoute. ce qu'on aimerait, c'est être aidé par le gouvernement ivoirien et par le gouvernement français, qui nous ont quelque peu aidés par le passé, mais on a véritablement besoin qu'il n'y ait plus d'entraves, quelles qu'elles soient, au niveau ivoirien comme au niveau français, que le juge Patrick Ramel puisse faire ses investigations comme il le souhaite pour obtenir la vérité. C'est tout ce que nous souhaitons et la seule aide que nous désirons et le seul mot que je souhaite faire passer au président Gbagbo et à M. Sarkozy, c'est de nous aider à obtenir la vérité sur cette affaire. C'est tout. D'autres questions? J'aimerais savoir, tout à l'heure vous avez évoqué la libération provisoire de Tony Moulin. Alors est-ce que cela va certainement booster un peu la procédure? Parce que si Jean-Tony Oulaye n'avait pas été remis en liberté, les juges d'instruction français en charge du dossier étaient obligés, tant qu'il était détenu, de clôturer leur dossier avant l'été. Ce qui ne nous permettait pas d'avoir un certain nombre de retours d'investigation dans un délai raisonnable. Aujourd'hui, avec cette libération, il n'y a plus de délai. Les investigations vont pouvoir se poursuivre et je suis très heureux d'apprendre aujourd'hui que les autorités ivoiriennes sont tout à fait prêtes à coopérer. Je regrette simplement le mode d'intervention qui a été choisi aujourd'hui, qui me fait penser, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas nous qui cherchons à faire de cette affaire une affaire d'État, mais que c'est la Côte d'Ivoire qui en fait elle-même et spontanément une affaire d'État, là où nous ne voyons qu'une affaire criminelle et crapuleuse. Une question? Oui. Laurent Delsu, la Croix. Deux petites questions. Je vois qu'il n'y a qu'une partie de la presse qui a accepté de publier, enfin de la presse ivoirienne qui a accepté de publier l'encart que vous avez présenté. Les journaux qui ont refusé, quels arguments ont-ils donné? Et deuxièmement, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au cours des investigations, le juge a été sciemment mis sur des fausses pistes? Je pense par exemple aux recherches qui avaient eu lieu dans la forêt du Banco. Oui, je sais que ça c'est clair. Et, juste pour répondre sur le deuxième point. Oui, puis sur le deuxième point, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait eu à un moment donné beaucoup trop d'informations, parce qu'on n'arrivait plus à trier le bon grain de l'ivraie, l'info de l'intox, et que le juge en a pâti lui aussi, puisqu'il est parti sur un certain nombre de fausses pistes, mais qui n'étaient pas, comment dirais-je, tombées du ciel. C'était l'instrumentalisation ou la manipulation. On a eu énormément de fausses pistes. Et ça a été le problème à un moment donné parce que le juge a toujours dit qu'il voulait tout vérifier, y compris lorsqu'il s'agissait de fermer des portes. C'est sa formule. Il a pu à certains moments perdre du temps, en effet,
en fermant des portes qui menaient à des impasses. Mais moi je préfère qu'il ait fait ça plutôt que rien du tout. Mais il y a eu beaucoup en effet d'intox. Quant au premier point, je pense que tu peux... Oui, deux autres journaux devraient la passer aussi, mais pour répondre très clairement à votre question, ce qu'on appelle la presse bleue en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la presse qui soutient Laurent Gbagbo, ne l'a pas publié. Ils ne nous ont pas dit non plus, donc on ne désespère pas que notre voix et Fraternité Matin notamment, je n'ai pas dans la presse bleue, hein, mais qui est le journal officiel, la publie. Ils ne nous ont pas dit non, mais force est de constater que ce matin, dans les kiosques d'Abidjan, les journaux qui l'ont publié sont ceux qui apparaissent sur l'affiche, à l'exception de Nord-Sud, qui n'a pas fait aujourd'hui, mais qui doit le faire. Et voilà, c'est vrai que les journaux proches de Gbagbo ne sont pas empressés de nous dire oui. J'ai une question. Que fait exactement le comité Guillain-André-Kieffer en Côte d'Ivoire? Que font-ils? Depuis quand existe-t-il et que font-ils exactement? Il y a un comité qui s'est constitué en Côte d'Ivoire qui s'appelle Comité ivoirien pour la vérité dans l'affaire Guillain-André-Kieffer. Je crois que c'est son nom exact. Ce qui en soi déjà, je trouve, est assez courageux parce que c'est pas très facile de revendiquer sur place la vérité dans cette affaire quand on est immergé dans le contexte ivoirien. Donc on a rencontré, parce qu'ils sont venus nous voir plusieurs fois, des responsables de ce collectif, de ce comité. Leur rôle, c'est d'abord d'être le relais chaque fois qu'on a besoin de faire passer des informations, de faire des appels à témoins, des choses comme ça. Ils sont toujours très efficaces quand il s'agit de relayer nos interventions dans la presse ivoirienne. Et puis ils ont leurs propres actions, comme celle qui est à l'écran là derrière moi, qui se traduit par une campagne d'affichage qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pardon, et par une campagne de presse, comme vient de l'évoquer Jean-François. Donc c'est un relais efficace et courageux, moi je dirais, sur place. Eugène Yoboué, de Nouveau Réveil, Côte d'Ivoire. Ma question va vous paraître un peu. Depuis 6 ans, à quel niveau êtes-vous avec les images pour pouvoir découvrir la vérité? Et la deuxième question, vous venez de dire tout à l'heure que vous ne voulez pas en faire une affaire d'État, mais plutôt un crime qui doit être puni. Mais à ce niveau, qu'est-ce que vous attendez? Si la fille a dit tout à l'heure qu'elle a besoin de l'aide des deux gouvernements, qu'est-ce que vous attendez des gouvernements dans vos démarches pour pouvoir enfin finir avec cette affaire une bonne fois pour toutes? Tout à fait. Alors, très simplement, la seule chose qui compte pour la famille Kieffer aujourd'hui, c'est d'avoir la vérité sur ce qui s'est passé. Que ce soit quelque chose qui soit intervenu de manière accidentelle, de manière volontaire ou non, nous voulons simplement savoir ce qui s'est passé et la famille voudrait récupérer au plus vite le corps de Guy-André Kieffer. C'est la seule chose qui nous importe aujourd'hui. Il n'y a pas de vérité que l'on ne puisse dire. Il n'y a pas de chose qui soit impossible à dire. Tout doit être mis sur la table et nous voulons simplement avoir la vérité sur ce qu'il est advenu de Guy-André Kieffer. C'est notre seul souhait aujourd'hui. Et à quel niveau êtes-vous avec cette recherche de vérité? À quel niveau êtes-vous avec la recherche de vérité? Je pense que nous n'avons jamais été aussi près de la vérité. Un certain nombre de témoignages recueillis depuis maintenant plusieurs années sont concordants. On a aujourd'hui une idée très précise de ce qui s'est passé, des derniers jours de Guy-André Kieffer, des dernières heures de Guy-André Kieffer. Aujourd'hui, on attend, dans les semaines qui viennent, un certain nombre d'éléments qui viendront ou pas corroborer cette image que l'on a de la fin de la vie de Guy-André Kieffer, et je suis convaincu que dans les mois qui viennent, nous aurons une vérité qui sera extrêmement proche de ce qui s'est réellement passé à Abidjan au moment de la disparition de Guy-André Kieffer. Merci. Je crois savoir que le procureur Paris a fait appel de la décision de libération de Tony Oulaye. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est ce qui a été annoncé. Une chose est certaine, c'est que, a priori, aujourd'hui, la libération de Jean-Tony Oulaye a été confirmée. Il devrait intervenir demain. Il devrait être remis en liberté demain à l'issue de son mandat de dépôt, avec un contrôle judiciaire. Mais pourquoi le procureur aurait fait appel à ce moment-là? Il faudra lui poser la question à lui. Moi, je pense que En France, on n'a pas l'habitude de répondre à la place des procureurs.
J'aimerais revenir sur le film qui a été diffusé il y a 2 ou 3 ans par le confrère Bernard, Nicolas. qui est passé sur Canal+. Bernard Nicolas. Voilà, les enfants. Donc, dans ce documentaire, là, parce qu'il a sur le terrain, là, il a plusieurs personnalités en Côte d'Ivoire, des témoins et autres. Il est ressorti dans ces enquêtes qu'il y a des conseils que le point est entendu à l'époque. Il s'agissait de la partie que vous conseillez, qui était à la veille de l'enlèvement de Pierre Petit Frère. Est-ce que vous avez des informations précises? Oui, il s'agit de Bruno Joubert, qui était à l'époque Quai d'Orsay, directeur adjoint du Quai d'Orsay, et de Nathalie de la Palme, qui était également au Quai d'Orsay, en charge des relations notamment avec la Côte d'Ivoire. Ou l'Afrique généralement. Alors ça c'est un point du dossier qui n'a jamais été clarifié complètement pour nous, au sens où Guy André a été enlevé, vous vous rappelez, le 16 avril vers 13h30 à Abidjan. Et on a appris plus d'1 an après, alors qu'on avait rencontré à plusieurs reprises Nathalie de la Palme, entre-temps, on a appris plus d'1 an après, parce que la presse ivoirienne l'a rapporté, je ne savais pas, que Bruno Joubert et Nathalie de la Palme étaient arrivés le matin même à Abidjan, le matin du 16 avril. Bon, on a interpellé Nathalie de la Palme à l'époque, ça s'est fait par email, et elle nous a dit mais c'est tout à fait normal qu'on ait été sur place avec Bruno Joubert, puisqu'il y avait une délégation de la Banque mondiale, je crois, qui devait venir dans les jours suivants à Abidjan. Et il s'agissait de préparer cette réunion avec la Banque mondiale, les représentants de la Banque mondiale. Bon. Et Bruno Joubert, lui, a démenti avoir été sur place. On en est resté là et on n'a jamais eu d'explication complète sur cette présence et sur le sens qu'il fallait lui donner. Vous arrêterez qu'il existe aussi une piste française de la disparition de Kiefer. Qu'en pensez-vous? La piste française n'a jamais été, à ma connaissance, étayée par le moindre commencement d'éléments probants. Vous avez peut-être des informations que nous n'avons pas sur le sujet. Comment vous expliquez que 1 heure ou 2 heures après la prétendue disparition de Guy André Kiefer, Nathalie de la Palme, Bruno Joubert, l'ambassadeur de France, soient en train de se réunir pour discuter de la disparition de Guy André Kiefer? Comment vous expliquez qu'ils soient au courant qu'il est disparu, sur la base de quel indice, et comment ils ont su qu'il a disparu? Si vous avez des informations dont nous ne disposons pas, nous sommes bien évidemment, et surtout le juge d'instruction, particulièrement disposés à vous écouter ou à avoir ces informations. Mais toute évidence, vous disposez d'informations que n'a pas la justice française. C'est justement pour ça que nous souhaiterions que la justice ivoirienne et les plus hautes autorités ivoiriennes pour lesquelles vous parlez puissent coopérer de manière beaucoup plus transparente. Mais je vous le dis honnêtement, la Côte d'Ivoire a coopéré beaucoup plus que la France ne l'a fait. La dernière fois que les juges ivoiriens sont venus pour la commission rogatoire, non, la dernière commission rogatoire des magistrats ivoiriens en France, le juge Ramel a refusé de les recevoir. Il a prétendu qu'il partait en congé. Et pendant qu'il disait qu'il était en congé, il est allé au Bénin entendre un témoin qui racontait n'importe quoi. Ça, c'est un exemple criade de manque de collaboration. Quand le juge Ramel vient en Côte d'Ivoire, les magistrats ivoiriens se mettent à sa disposition jusqu'à X heures. Il fait toutes les procédures qu'il veut. Il se promène dans toute la Côte d'Ivoire. Il entend qui il veut, comme il le veut. C'est ça qu'on appelle un exemple de collaboration. Ce que les Français ne font pas. Je souhaitais savoir où est-ce qu'on en était de la perquisition, enfin de la petite virée à l'Élysée avec la plainte qui avait suivi. Alors, il y a eu une démarche assez inédite, je crois, ou assez innovante du juge Ramael qui est allé saisir le dossier Guy André Kiefer, qui était à l'Élysée, en effet. Ça, c'était en courant de l'été 2008, je crois. Il y a 2 ans. Donc, je crois que c'était la première fois que ça se faisait dans les annales de la justice. Ce qui marque au passage la détermination de ce juge. C'est pas très courant comme démarche. Quelle était l'autre partie de la question? C'était que par la suite, il y avait eu, de la part de celui qui maintenant n'est plus conseiller de Sarkozy, il y avait eu une plainte qui avait été déposée, il me semble-t-il. Oui, pour dénonciation. Voilà. Et je voulais savoir où est-ce que ça en était, ces petits points de détail. Parce que bon, j'imagine que ce que Ramael l'a embarqué, ça tu peux pas me le dire. Bon, mais l'histoire de la plainte qu'il y avait eu par la suite, où est-ce qu'on en est? L'affaire dans l'affaire.
Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, un témoin anonyme a voulu témoigner. Donc, par définition, on ne connaît pas, mais il avait contacté le juge Ramel, ici à Paris, en lui disant « Moi, j'ai des choses à dire sur l'affaire Kieffer et je souhaite vous rencontrer. » Le juge lui dit « Passez me voir dans la semaine » et il fixe un rendez-vous. Et quelques heures avant le rendez-vous, le témoin en question appelle le juge et lui dit « Écoutez, je ne peux plus venir parce que j'ai été dissuadé de vous rencontrer. » Et il avait dit à l'époque, je rapporte ses propos parce que j'en ai pas été témoin, mais il avait dit c'est Patrick Ouart qui m'a dissuadé de vous rencontrer. Patrick Ouart qui était donc à l'époque conseiller judiciaire à l'Élysée. Ces faits ont été portés sur la place publique et Patrick Ouart, en effet, je crois, a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Nous, on a demandé également au parquet de clarifier cet aspect du dossier, et ça, à ma connaissance, ça n'a pas été fait parce qu'on n'a jamais eu de retour. Pourquoi pas de suite pour la plainte Ni pour la plainte, donc. Mais donc pourquoi vous écartez la piste française alors qu'il y a plein de questions qui restent dans la piste française, on a mis en cause des gens comme Stéphane de Vaucel, qui était l'employeur de Guy André quand il était en Côte d'Ivoire pour faire l'audit sur le CAC 40. On a cité 2 ou 3 noms de gens qui gravitaient autour de la petite structure qui travaillait sur cet audit. Et on a dit c'est ces gens-là qui ont liquidé Guy André Kieffer. Ça a été dit comme ça là-bas. Dans quel dossier, dans quel document ça a été dit comme ça? Je ne sais plus, moi, je vais rechercher si vous voulez, mais les intéressés eux-mêmes le disent. Pour être tout à fait clair là-dessus, nous, Reporters sans frontières, on est partie civile dans cette affaire-là, donc on assiste aux auditions à côté de la famille, avec le juge Ramel, etc. Ce qui est certain, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que le juge n'a jamais écarté a priori aucune piste, ni la piste française, ni une piste ou une autre en Côte d'Ivoire ou quoi que ce soit. Si aujourd'hui cette piste française dont vous parlez, elle n'est plus véritablement suivie ni par le juge ni par nous, c'est parce qu'on pense qu'elle n'est pas crédible. Il n'y a aucun élément qui ne vient l'étayer sérieusement. Voilà. Ce qui est certain, c'est que Patrick Ramel n'a jamais instruit cette affaire-là à charge contre la Côte d'Ivoire ou privilégié avant tout une piste ivoirienne plutôt qu'une piste française. Je pense que s'il avait eu des éléments étayant dès le départ une piste française, il se serait saisi de cette piste-là comme il l'a fait avec les autres, comme il l'a fait avec d'innombrables témoignages qui se sont révélés être de faux témoignages aussi, mais il n'a jamais eu de parti pris dans cette affaire-là, comme nous n'avons jamais eu de parti pris non plus. Okay. Vous savez bien que les anciens patrons de Guy André Kieffer avaient menacé de mort. Maître Dublin, je voudrais savoir, en tant qu'avocat, si vous devez faire aujourd'hui la part de zone d'ombre et la part de lumière sur cette affaire, à peu près, quel commentaire vous en faites? Et aussi l'avis de M. Julien. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a jamais été aussi près de la vérité. On a une idée à peu près précise de ce qui a pu et de ce qui a dû se passer. Je crois qu'aujourd'hui, il nous manque les derniers intervenants, les véritables commanditaires, et surtout de retrouver dans les plus brefs délais le corps de Guy André Kieffer. Je crois que c'est véritablement le souhait de la famille. Oui, je crois que effectivement, Bernard l'a dit tout à l'heure, tout tourne autour effectivement du palais présidentiel, qu'on est convaincu de ça, qu'on sait grosso modo ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi sa disparition, etc. Voilà, donc l'essentiel, en tout cas le plus important, qui permettrait d'aller plus loin et d'entamer la phase d'un éventuel procès, par exemple. En décembre dernier, le juge Ramel avait adressé une demande d'entraide à la Cour pénale internationale. 5 mois après, quelle est la situation là? C'est qui a-t-elle répondu et où en est-il? La procédure est toujours en cours. On attend un retour de cet élément. Ce qui est important et ce qui aujourd'hui nous rend particulièrement optimistes, c'est que si Jean-Tony Oulaye était resté en détention, le juge aurait pu clôturer son dossier avant l'été, ce qui n'aurait pas permis vraisemblablement d'avoir les éléments sollicités avant la fin de ce dossier. Aujourd'hui, nous avons plus de temps et je suis certain que dans les semaines ou les mois qui viennent, on aura les éléments de la CPI qui permettront d'avoir un éclairage complémentaire et certainement très intéressant sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Un point de précision sur l'enquête, un des témoins clés, c'est Michel Legré, qui a fait le tour de son enlèvement. Il a été entendu une première fois, qu'il avait lâché pas mal de noms, et je crois que le juge voulait le réentendre, mais je ne sais pas s'il a pu le faire. Est-ce que à ma connaissance, il ne l'a pas réentendu récemment, non?
Il avait demandé aussi à retourner en France. Oui, alors ça aussi, c'était une demande récurrente et du juge et de la famille. Et puis le RSF peut-être aussi, je pense aussi. Oui, une demande de remise temporaire, et c'est ça, il voulait le faire venir 2 mois pour pouvoir l'entendre en France et tout. À ma connaissance, ça n'a jamais été accordé. Michel Legré, c'est un témoin clé, puisque c'est lui qui avait un rendez-vous en effet avec André au moment où il a été enlevé. Donc son rôle dans l'affaire est assez trouble. Et l'intérêt de son audition initiale par le juge Ramel, c'est qu'il avait donné beaucoup de noms. Il avait cité tous les commanditaires et exécutants présumés donc, de cette affaire. C'est un grand nombre d'entre eux en tout cas. Il s'est rétracté par la suite. Et le juge avait en effet souhaité pouvoir l'entendre ici à Paris, dans un climat plus serein, loin des pressions locales. Et la Côte d'Ivoire n'a jamais donné suite à cette demande. La Côte d'Ivoire n'a jamais donné suite à cette demande. Il a été incarcéré. Il a été incarcéré, oui, je crois une année à peu près. Assassinat, pour chef d'assassinat. Oui, chef d'assassinat, oui. Complicité d'assassinat. Donc, on ne sait même plus si c'est assassinat, complicité, oui, mais témoignage, preuve, rumeur. C'est pas la justice française qui l'a inculpé. Comme on dit là-bas, on dit encore inculpé. Vous avez dit que vous ne répondez pas à la place des magistrats. Non, mais je réponds à M. Abitbol. oui, c'est dans le dossier. C'est ça dans le dossier. Dans le dossier ivoirien, c'est pas dans le dossier. Vous avez vu le dossier ivoirien? C'est pas... Non, je dis que... Est-ce que vous avez vu le dossier ivoirien? Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu, le dossier ivoirien, monsieur. Quand on a une vérité qui fait, on se parle franchement et on se dit la vérité. Ne racontez pas des rumeurs. Est-ce que vous avez vu le dossier ivoirien? Moi, j'ai vu le dossier ivoirien. En quelle année? Michel Legré a été inculpé. Vous l'avez vu, madame? En quelle année? Le dossier ivoirien, je l'ai vu il y a un peu plus d'1 an et demi. Et la dernière fois, l'année dernière, quand les juges sont venus à Paris pour nous entendre, on a demandé à avoir accès à nouveau au dossier. Et je leur ai posé un certain nombre de questions par écrit. J'attends toujours les réponses. Mais non, je vous dis aujourd'hui, madame, que moi, je vous permets d'avoir accès au dossier. Ah ben, j'en suis ravie. Oui, je vous le dis, non, je vous le dis officiellement. Je peux vous faire un courrier pour vous autoriser à venir avoir accès au dossier ivoirien parce qu'il n'y a rien à cacher dans le dossier ivoirien. Je suis d'accord. Voilà, je vous le dis formellement. Voilà. Freddy Moulongo pour l'Agence africaine d'information. La Côte d'Ivoire fait partie des 14 pays qui vont fêter les 50 ans d'anniversaire dont la France va célébrer. On sait très bien que le 13 juillet... La France ne va pas célébrer la s'il vous plaît, monsieur, c'est insupportable. On va vous demander de sortir, monsieur. Elle est partenaire, mais elle ne célèbre pas l'indépendance. Corrigez l'information, c'est très important. Je suis désolé. Le mini-sommet France-Afrique avec les chefs d'État africains. On sait que le président Laurent Gbagbo est invité. Alors s'il venait, qu'est-ce qui peut se passer à ce moment? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une opportunité pour que le président Sarkozy en parle avec le président Laurent Gbagbo? Mais il y a beaucoup d'opportunités comme celle-là. Enfin, les relations entre la France et la Côte d'Ivoire sont quand même très étroites. Laurent Gbagbo et Nicolas Sarkozy ont d'innombrables occasions de se parler, de discuter de cette affaire-là, etc. On l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que la famille a été choquée quand elle a appris qu'il y avait un effacement de la dette, alors que Nicolas Sarkozy lui-même avait dit qu'il n'y aurait pas de normalisation complète entre la France et la Côte d'Ivoire tant que cette affaire-là ne serait pas réglée. Voilà, je dirais les occasions ne manquent pas pour aborder cette question-là entre les autorités ivoiriennes et les autorités françaises. Malheureusement, on a le sentiment que ce n'est jamais le cas, que ce n'est jamais réellement abordé. C'est peut-être la preuve que la piste ivoirienne n'est pas plausible. Ça doit être ça. Sûrement, oui, certainement. Sûrement. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Merci beaucoup.